C'est un cas d'un homme relativement jeune, donc 42 ans, avec une surface corporelle extrêmement, assez faible en tout cas, un BMI à 19 kg par mètre carré, qui est complètement asymptomatique, qui est connu pour une maladie de Barlow, en tout cas une insuffisance mitrale probablement modérée depuis 2007. Il n'a pas d'autres facteurs de risque, il n'y a pas de médication particulière. Il y a une antériorité d'échocardiographie qui démontrait des volumes, des diamètres télésystoliques et télédiastoliques pas dilatés, pas en tout cas développés, pas extrêmement dilatés. Une fraction d'éjection tout à fait normale, 65%, une IM modérée, des pressions pulmonaires à 38 mm de mercure, donc on est largement en dessous des 50 mm de mercure habituels, un volume de l'oreillette gauche qui est inférieur à 60, donc pas grand-chose à dire. Donc ici, il devait y avoir des vidéos. Nécessairement, il va falloir que vous me fassiez confiance. C'est un prolapsus de P2 avec un billowing d'A2 aussi, c'est-à-dire on n'est peut-être pas dans le prolapsus réel, mais en tout cas il y a quand même une petite déjà cuvette qui se crée sur le feuillet. Mais quoi qu'il en soit, c'est surtout sur P2 que ça se joue. Donc l'avantage de P2, c'est que c'est extrêmement facile à réparer. La plupart des chirurgiens trouvent ça extrêmement facile à réparer. On a ici, alors je ne sais pas si je peux tenter de la lancer celle-ci. Je prends le risque? Non. D'accord. Bon, une insuffisance mitrale qui était tout à fait excentrique, bien entendu. Hein, sur un P2, vous avez un G qui part vers le feuillet antérieur et qui vient lécher l'ensemble de la paroi de l'oreillette gauche jusque quasiment au toit. Donc ici, il y a une PISA. Faites-moi confiance sur la sévérité. De toute façon, vous avez ici, ça ce n'est pas une vidéo, donc vous avez simplement la PISA qui est assez belle, hein, dont on voit bien le petit champignon ici, un diamètre qui était à 0,91 et il en résultait une surface de l'orifice régurgitant à 24 mm², un volume régurgitant à 43. Alors bien entendu, on avait fait l'effort de faire des méthodes Doppler volumétriques. Vous voyez ici les données obtenues avec la méthode volumétrique augmentaient un petit peu la sévérité de l'IM. Néanmoins, si on fait la moyenne, on est dans une insuffisance mitrale qui est tout à fait modérée. Pression pulmonaire à 35 mm de mercure, fraction d'éjection par Simpson à 63. Alors, on a fait un petit strain longitudinal. On voit un ventricule qui, malgré tout, aurait peut-être tendance à se sphériciser un petit peu plus que ce que le diamètre en tant que tel laissait supposer. Mais on a un strain longitudinal qui est à moins 24%, ce qui est tout à fait normal, qui est même peut-être supranormal d'ailleurs. Et voici la première question. Je ne suis pas sûr qu'on puisse utiliser l'application pour les questions, monsieur. Pardon. Bon, je l'embêterai un petit peu plus tard. On va faire ça peut-être à main levée. Si je résume tout simplement, insuffisance mitrale modérée, complètement asymptomatique, pas de dysfonction VG, pas de dilatation, il a un rythme sinusal normal, il n'a pas d'hypertension pulmonaire. Simplement, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous faites un suivi de ce patient? Vous le revoyez dans 1 an ou dans 2 ans? Qui est plutôt en faveur de cette proposition, suivi tous les ans ou tous les 2 ans? À main levée, on va le faire à main levée, ce sera plus simple. Bon, la majorité, enfin, une petite majorité. Alors, un suivi peut-être un peu plus raccourci, hein, tous les 3-6 mois. Ouais, peut-être monsieur ici, un courageux, là-bas aussi, merci. L'opération, j'espère qu'aucune main va se lever, on ne va pas opérer ce patient, merci. Est-ce que vous avez besoin d'autres paramètres? Bien entendu, on a tous besoin d'autres paramètres, donc vous pouvez répondre 2 fois. Hein. On a tendance à vouloir le voir que tous les ans ou tous les 2 ans, mais si on peut avoir quelques paramètres supplémentaires pour le bien de la présentation, on va le faire. Alors celle-ci, elle marchait à l'époque, hein, cette vidéo. Ah, il y a marqué chargement, je peux le tenter? Toujours pas? Vous voulez vraiment pas? Vous voulez me saboter jusqu'à la fin là. Donc c'était un cas c'était un Belge le patient, hein, donc c'était un cas qui avait été vu à Liège. Vous savez qu'à Liège on fait des épreuves d'effort à peu près tout ce qui bouge. Donc on l'a mis sur la table de stress, on lui a fait une écho d'effort et un patient qui a fait quand même une belle au milieu. Normalement vous aviez une PISA qui était un peu plus élevée et au pic de l'effort une PISA qui était encore plus grande. On a pu les mesurer, hein, vous les avez ici. Donc à gauche au repos, au milieu vous avez ce champignon qui prend des ampleurs un peu plus importantes et puis au pic de l'effort encore un peu plus importante et cette IM qui a tendance à augmenter. On regarde un petit peu les chiffres ici et donc on était sur une IM qui était franchement modérée et qui devient bien sévère au pic de l'effort. Des pressions pulmonaires qui suivent cette évolution et qui augmentent, une fraction d'éjection qui reste tout à fait normale. On a fait aussi l'effort de faire un strain longitudinal, non pas au pic de l'effort, bien entendu. Il faut rarement dépasser les 90-100 battements par minute pour faire du strain à l'effort. C'est bien entendu pas du strain de
de pic effort, mais on fait ça à un effort modéré. Donc on rate tout un tas de réponses biphasiques, on rate tout un tas d'éléments que l'on peut voir au pic de l'effort survenir, mais ça donne déjà quand même une idée de la présence ou non de réserve contractile, et on voit bien que son strain s'est effondré, en tout cas au milieu de l'effort, ce qui était moins vrai à la fin de l'effort, et une fraction d'injection qui, quant à elle, reste tout à fait normale. Donc, si on résume de nouveau, c'est une IM modérée au repos, tout à fait asymptomatique, pas de dysfonction, pas de dilatation VG, toujours en rythme sinusal, pas d'hypertension pulmonaire. Néanmoins, à l'effort, l'IM est tout à fait sévère. Il a arrêté cet effort à cause d'une dyspnée assez excessive. Il a développé de l'hypertension pulmonaire et il n'aurait pas de réserve contractile si on se fie aux 2D strain. Donc je vous repose exactement la même question. Est-ce que finalement vous raccourcissez un petit peu, pour ceux qui avaient levé la main sur le suivi à 1 an, à 2 ans, est-ce que finalement vous raccourcissez un petit peu le suivi, peut-être à 6 mois ou peut-être à 1 an, mais pas à 2 ans? Alors est-ce que quelqu'un continue de suivre ce patient tous les 2 ans? Peut-être un peu moins. Vous raccourcissez donc le suivi. Chirurgie, l'IM est devenu sévère à l'effort. Il y a quand même des mains qui se lèvent pour la chirurgie. Est-ce que vous avez besoin d'autres paramètres encore? Bon, quelques paramètres plus. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a la VO2 max. VO2 max de ce patient qu'on a fait par ailleurs et qui était de 75% de la prédite. Je vous ai parlé de ce chiffre magique de 84%. Pour distinguer des capacités fonctionnelles à l'effort normal ou anormal. Ici, on est en dessous, donc c'est un patient qui peut-être n'est pas si asymptomatique qu'on voudrait bien le croire, en tout cas qui a une capacité maximale à l'effort qui est en dessous de ce qu'elle devrait être. On a un BNP qui était à 17 au repos, donc là on est plutôt tout à fait confiant, qui augmente à l'effort, mais c'est pas non plus dramatique d'avoir des BNP qui augmentent à l'effort. Il faut juste qu'à l'effort il ne soit pas complètement dans le plafond. Donc la conduite que nous avions eue avec ces éléments-là, sachant qu'on se pose la question du caractère symptomatique ou non, c'était de suivre ce patient de façon le plus rapprochée possible, aux 3 mois, aux 6 mois, et dès qu'on aurait une indication assez nette de chirurgie, l'envoyer en chirurgie. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que son IM est modéré au repos et qu'en l'absence d'autres gestes chirurgicaux concomitants, il n'y a pas d'indication sur les insuffisances mitrales modérées. Donc le suivi rapproché, et dès qu'on aura la sensation que cette IM est devenue sévère au repos, ça sera une indication de chirurgie beaucoup plus stricte et beaucoup plus franche. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut suivre ce patient parce que cette absence de symptômes n'est peut-être pas si nette que ça, ne serait-ce qu'au repos. Quelques éléments de la littérature. Ici, on est face à un cas qui est une insuffisance mitrale dynamique. C'est quelque chose que vous connaissez très certainement dans le contexte d'insuffisance mitrale fonctionnelle qui avait déjà été démontré et publié à maintes reprises par Luc Pirard et Patricio Lancelotti. Eh bien, il se trouve que dans l'insuffisance mitrale primaire de type organique, sur prolapsus, ça existe aussi. Nous n'avons pas été les premiers à découvrir ça, bien entendu. Ça a existé depuis de longues dates et ce papier ici de Stoddart en 1995 dans le JACC avait très clairement démontré ça avec un taux d'environ un tiers des patients, 32% des patients qu'ils avaient investigués à l'effort, ici à travers des échos d'effort, augmenter leur insuffisance mitrale au cours de l'effort. Et ces patients-là étaient à beaucoup plus haut risque de développer dans un suivi relativement court des syncopes, des insuffisances cardiaques congestives ou encore des événements cardiaques reliés à cette insuffisance mitrale. Eh bien, nous avons retrouvé à peu près la même chose, 32% des patients qui augmentent leur insuffisance mitrale, qui augmentent la sévérité de leur insuffisance mitrale, avec une absence assez nette de relation entre ce qu'est la sévérité de l'insuffisance mitrale au repos et ce qu'elle va devenir à l'effort. On voit bien qu'il n'y a pas de relation nette entre la sévérité de l'IM au repos et ce qu'elle est à l'effort. En gros, si vous avez une insuffisance mitrale sévère au repos, ça ne veut pas dire nécessairement que vous aurez une insuffisance mitrale sévère à l'effort, ou si vous avez une insuffisance mitrale légère au repos, ça ne veut pas dire qu'elle sera sévère ou qu'elle restera légère au repos. Et notre patient, il est ici, je voulais rajouter, il ne faisait pas partie de la cohorte de cette étude, mais je voulais rajouter ici, il est là, le patient en question, il a une IM qui est modérée au repos, mais qui augmente quand même de façon assez franche à l'effort. On l'a ici avec la surface de l'orifice régurgitant. Et puis, en parallèle de cette augmentation de l'insuffisance mitrale au cours de l'effort, on a cette augmentation des pressions pulmonaires. Ici, encore une fois, je vous ai rajouté le patient avec le cercle bleu ou le point bleu ici. On voit bien qu'il est très, très nettement dans le groupe des patients qui se dégagent ici en jaune, c'est-à-dire ces patients qui arrêtent leur effort à cause d'une dyspnée excessive, et ce sont ceux qui augmentent le plus leur PAP, ce sont ceux qui augmentent le plus leur insuffisance mitrale à l'effort, donc probablement des patients chez qui les symptômes risquent d'arriver assez rapidement, et c'est ce que nous avions démontré. Ici,
la discrimination entre des patients qui ne développaient pas et ceux qui développaient des pressions pulmonaires à l'effort, on voit nettement que ceux qui développent des pressions pulmonaires à l'effort élevées, donc de l'hypertension pulmonaire, sont ceux qui augmentent le plus leur insuffisance mitrale. Et voilà le pronostic de cette IM dynamique. Si vous suivez ces patients, eh bien à moyen terme, ici à 1 an, ici à 2 ans, vous avez le taux de survenue de symptômes chez ces patients. Alors bien entendu, ce n'est pas de la mortalité, ce n'est pas des événements cardiovasculaires extrêmement forts. Néanmoins, ce sont des patients qui étaient asymptomatiques et qui deviennent symptomatiques, donc qui développent une indication de chirurgie. Donc on a malgré tout ici un outil assez fiable pour identifier des patients qui vont très rapidement développer des symptômes au cours du suivi. Alors, mon propos n'est pas de vous dire de faire et de quantifier les insuffisances mitrales à l'effort. C'est quelque chose qu'il ne faut pas recommander. C'est un outil de recherche. C'est déjà assez compliqué comme ça de quantifier une IM au repos. On ne va pas quantifier des IM à l'effort chez tous les patients avec prolapsus. D'autant plus que le reflet de l'augmentation de cette insuffisance mitrale, on l'a de façon assez nette avec l'augmentation des pressions pulmonaires. On sait bien que c'est beaucoup plus facile à mesurer, beaucoup plus fiable en termes de quantification. Et on a ce genre ici de pronostic et de différenciation, de discrimination des patients en fonction qu'ils aient une pression pulmonaire élevée, donc des hypertensions pulmonaires au repos ou à l'effort. On voit bien qu'on a une possibilité de discriminer les patients de façon beaucoup plus nette. Donc s'il y a une augmentation de l'insuffisance mitrale, s'il y a une IM dynamique, il y a des répercussions la plupart du temps sur les pressions pulmonaires, le développement d'une hypertension pulmonaire. Et cette hypertension pulmonaire est associée à une survenue de symptômes à court terme. Ici, à 2 ans, vous avez 35% seulement des patients qui sont encore sans symptômes lorsqu'ils avaient développé une insuffisance mitrale majorée à l'effort et de l'hypertension pulmonaire. La réserve contractile, je passe très très vite dessus parce que également c'est un outil essentiellement dédié à la recherche, cette mesure de la fonction myocardique longitudinale à l'effort. Néanmoins, on avait démontré encore une fois que cette fois-ci, on avait un paramètre assez fort pour identifier des patients à haut risque d'événements cardiovasculaires dans cette cohorte ici. Alors revenons à notre patient. Encore une fois, IM modéré au repos, asymptomatique, qui développe une IM beaucoup plus marquée à l'effort, probablement symptomatique, avec des pressions pulmonaires très élevées. Pas de réserve contractile. Finalement, en septembre 2012, donc quelques années après, cette insuffisance mitrale est devenue tout à fait sévère. Son diamètre ventriculaire gauche était toujours inférieur à 40 mm, mais à 38, on se rapproche, malgré tout, on se rapproche de cette indication. Et de toute façon, il avait une EFA paroxystique, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, qui, malgré tout, peut être un déclencheur, un trigger, comme disent les Américains, pour amener le patient vers la chirurgie. C'est ce qui a été fait. Il a été opéré quelques mois après, une réparation qui s'est extrêmement bien passée. C'était un P2 simplex, donc ce sont des cas qui sont tout à fait favorables à la réparation. Il n'y a pas eu de complications particulières. Une fraction d'éjection qui était à 57% à 6 mois, ce qui est tout à fait honorable. On est plutôt content quand on a ces fractions d'éjection qui restent supérieures à 50% après la chirurgie. Et donc j'ai passé un petit coup de fil à Liège récemment pour savoir où est-ce qu'il en était. Il a 49 ans maintenant, ce patient. Il est en classe fonctionnelle. La dernière fois qu'il a été vu par Luc Pierrard, c'était un patient qui, a priori, était en classe fonctionnelle 2, qui commençait à limiter un petit peu de nouveau son activité et qui était devenu tout à fait, avec une fibrillation auriculaire tout à fait chronique, ce qui était plutôt embêtant pour ce patient. Et donc, nécessairement, ça limitait aussi sa capacité à faire des efforts et à être aussi actif. C'est un patient qui était malgré tout assez jeune. Pas d'IM résiduel néanmoins. Et le patient était relativement assez en forme dans l'ensemble. Et il continue à être vu néanmoins tous les ans par la clinique de valves à Liège. Voilà, je vous remercie pour votre attention pour ce cas.